Louis Sarkozy, bonsoir. Vous allez regarder. Brigitte Bardot, je vous ai entendu rire lorsqu'elle elle parlait justement du féminisme. Oui, non, mais moi, je suis assez séduit par ces gens qui ont acquis un certain âge et qui sont dédouanés par une certaine pression sociale. On a l'impression qu'ils deviennent plus eux-mêmes, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs. Et c'est pour ça que je pense que dans beaucoup de cultures, les gens d'un certain âge étaient considérés comme des gens de grande sagesse. On a perdu ça un petit peu, on les trouve arriérés, parce que tout est au progressisme aujourd'hui. Il faut absolument détruire ce que nos pères et nos mères ont bâti et tout reconstruire. Oui, non, moi je pense que le manque de retenue justement est assez attirant chez n'importe qui. Et encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas. Le manque de retenue, ça peut faire dire des bêtises aussi. Mais la bêtise est humaine. Enfin, qui ne dit pas de bêtises? L'important, c'est de dire ce qu'on pense. Même quand on n'est pas d'accord, même quand c'est quelque chose qu'on peut trouver arriéré ou même dégueulasse. Mais l'authenticité, même quand on n'est pas d'accord, est préférable plutôt que le cynisme ou l'opportunisme. Alors, vous êtes historien maintenant, puisque vous avez écrit un livre sur Napoléon, et Napoléon, avec un angle particulier, sa passion pour les livres, comment raconter Napoléon par ses lectures. Donc c'est votre métier, historien? Parce qu'on a du mal à vous qualifier. Ah oui, est-ce qu'on peut vous qualifier d'historien? Non, je ne suis pas historien pour une raison simple, c'est que je n'enseigne pas l'histoire. J'ai une licence historique, j'ai étudié l'histoire, j'ai un diplôme d'histoire, aussi de philosophie et un master en relations internationales, mais je n'enseigne pas. En tout cas, pas encore. Donc, je ne suis pas historien. Non, ce que je suis, c'est éditorialiste sur LCI. Ce que je suis, c'est chroniqueur pour Valeurs Actuelles. Mais ce que je suis, c'est podcasteur pour le média. Parce que j'ai regardé votre parcours. Vous avez 28 ans, vous êtes jeune, mais vous avez déjà fait pas mal de choses dans votre vie. Vous avez travaillé dans une banque à Bogota. Oui, la Banque interaméricaine de développement. Vous avez été éditorialiste dans un magazine conservateur américain. Oui. Vous avez été admis dans une école d'officiers de l'armée américaine. Vous avez travaillé également pour l'ambassade de France à Washington. Vous cherchez? Non, mais il y a une certaine, malgré ce que j'ai dit sur le plateau de Madame Salamé, pour essayer de la faire rire un petit peu, il y a une cohérence parce que, en fait, mon domaine, c'est quoi? C'est les relations internationales, c'est tout ce qui touche à l'écriture ou la communication politique. J'ai eu la chance de travailler aussi pour une boîte de communication politique à Denver, dans le Colorado. J'ai travaillé pour des think tanks américains et des papiers américains. Je fais la même chose. Donc vous voulez faire de la politique? Écoutez, j'en fais déjà. Non, mais c'est là avec un engagement, c'est-à-dire vous présenter à une élection. Pas pour l'instant, c'est pas prévu pour l'instant. Attendez, vous avez essayé de vendre des mocassins aussi? Oui, j'ai lancé une petite société de vente de mocassins qui avait la particularité de choisir, au lieu de grandes icônes, de la mode ou de la musique comme mannequin, on a pris des icônes intellectuelles. Donc chaque chaussure rendait hommage, si vous voulez, à une icône intellectuelle, et comme mannequin, on prenait, si vous voulez, la réincarnation professionnelle de cette icône-là. Donc Sigmund Freud. Oui, un petit peu. J'ai pu gagner ma vie pendant quelques mois avec ça, mais c'est plus quelque chose que je fais. Il se trouve que les hasards de la vie font que la semaine dernière, j'étais à Menton. Et à Menton, on dit que vous allez vous lancer en politique, et notamment là-bas. Oui. Et d'ailleurs, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. On m'a dit, si, d'ailleurs, il vient signer un livre, là, dans la librairie, la semaine prochaine. Oui, j'ai une dédicace. Et d'ailleurs, on ajoutait même, il a un appartement aussi là-bas. Ah bon? Oui, j'ai un appartement à Menton depuis quelques mois. Vous êtes, vous et le Figaro, légèrement en retard sur cette information. Mais je suis toujours ravi de vous rafraîchir la mémoire. Ça fait pas des années. Non, ça fait pas des années, mais écoutez... Et c'est pour avoir une assise locale et vous présenter au prochain municipal? Non, ce n'est pas du tout pour ça. D'ailleurs, ma femme a vécu à Aix-en-Provence pendant des années. Sa sœur vivait à Beaulieu aussi pendant des années. Donc nous sommes assez proches de la région. Et en toute honnêteté, ma femme et moi n'aimons pas Paris. Pas en termes d'entité historique ou de ville, mais en termes de qualité de vie. C'est quelque chose d'oppressant. Je suis sûr que je vais froisser des Parisiens quand je dis ça, mais quand il fait chaud, c'est un peu dégueulasse. Quand il fait froid, c'est dégueulasse. Toujours, on a le sentiment d'être opprimé par l'omniprésence. Et d'ailleurs, on vivait pas dans des grandes villes depuis longtemps. On vivait dans le Maryland aux États-Unis, donc on recherche ce côté méditerranéen, les terrasses de café. Pourquoi vous n'êtes pas resté aux États-Unis? Moi, je suis motard. J'aime le soleil, etc. Mais juste pour finir sur les municipales, c'est exclu? Ou c'est une possibilité, vous y réfléchissez, ça arrive rapidement en 2026. Ce n'est pas du tout exclu, et pour vous dire à quel point je suis honnête avec vous, la décision n'est pas prise encore. La seule chose qui compte pour moi pour l'instant, c'est d'essayer de présenter et de vendre ce livre. La seconde où ça change, j'appellerai pas BFM parce que c'est pas ma chaîne, mais LCI pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et pardon, vous vous présenteriez, si tel était le cas, sans étiquette, comme le font la très grande majorité des maires, ou avec une étiquette politique investie par un parti? Écoutez, puisque la décision n'est pas prise, je vais pas vous donner une réponse qui pourra changer demain, si demain la décision sera prise. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si je vais me présenter, alors encore moins s'il y aura une étiquette. Mais vous pensez qu'on peut faire carrière de nos jours hors de la structure d'un parti politique, ou qu'il faut, comme Donald
Donald Trump précisément reprendre la tête d'un grand parti installé comme les Républicains pour pouvoir se projeter. Il faut faire attention avec les analogies américaines. D'ailleurs, c'est ce que je commente sur ma chaîne sur LCI. Et les deux modèles ne sont pas vraiment comparables. En tout cas, sur ce point-là, eux, c'est dominé par deux partis. C'est vraiment quelque chose où Donald Trump n'aurait eu aucune chance s'il n'avait pas purgé le parti républicain. Chez nous, c'est différent. On a vu des figures, Emmanuel Macron en est une, qui a créé son propre parti à 1 an d'un scrutin présidentiel et qui a émergé. Donc c'est complètement possible ici. Je ne dis pas que ça sera mon choix. Je dis juste que c'est possible. Et aux États-Unis, le parti libertarien est le 3e parti. Il ne fait jamais plus de 2% et encore. Votre mère, lorsque vous avez écrit un livre avec elle, je crois que c'était il y a 6 ans, oui. Vous voyez plutôt un avenir politique. Oui. C'est elle qui avait raison. Bah écoutez, si vous voulez l'inviter sur le plateau et lui reposer la question, je pourrais vous passer son numéro. Parce qu'elle a même retweeté un article de la presse américaine qui vous voit comme le sauveur de la droite. Oui. Et en faisant, finalement, elle dit, elle reprend l'article qui dit tel père, tel fils. Voilà, oui, votre père a sauvé la droite en 2007. Et vous pourriez peut-être sauver la droite dans les années qui viennent. Mais ma mère, qui est ma première attachée de presse et ma première conseillère et ma directrice de cabinet et qui supervise absolument tout ça d'un œil complètement rempli d'amour mais lointain, retweet dès qu'il y a un article sur moi parce que je lui dis de le faire parce que ça m'aide à vendre des livres. N'y voyez pas une espèce un grand complot pour essayer de faciliter un atterrissage politique. Ce n'est simplement pas le cas. Pour vendre des livres, il ne fallait pas écrire un livre ennuyeux. Non, parce qu'il fourmille effectivement d'informations sur Napoléon. Quand on me cite moi-même. C'est pour ça, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ce que j'allais continuer, parce que ça fourmille effectivement d'anecdotes, d'informations sur Napoléon Bonaparte. Oui. Mais c'est pas distrayant, quoi. Mais merci de faire cet argument à ma place. Vous avez parfaitement raison. Je n'aurais pas écrit ce livre s'il servait de tract politique. Ce livre a une vocation historique et littéraire. C'est tout. Si je voulais faire un tract politique, si je voulais faire un livre, ce que je recherche dans Napoléon Bonaparte, je l'aurais fait. C'est pas quelque chose que j'ai fait. J'ai choisi un travail qui était plus sec, c'est vrai, mais académique et sérieux. Quelque chose qui peut plaire aux passionnés de bonapartistes comme à celui qui ouvre le premier livre. Et d'ailleurs, c'est un point que je veux vraiment que les auditeurs comprennent. C'est même si on n'a jamais rien lu sur l'empereur, on peut acheter ce livre. Il y a suffisamment d'éléments de contexte et de contextualisation pour qu'on puisse le lire. Donc c'est pas du tout réservé uniquement aux passionnés. Mais vous avez raison, ce n'est pas un tract politique. Je reviens juste un instant à Menton et au municipal. T'es obsédé par ça. Oui, ça m'intéresse. Vous avez des sujets de prédilection sur BFM. Est-ce que l'idée que le Rassemblement national puisse mettre la main sur une ville comme Menton, parce que pour vous, ça pourrait être une motivation formidable pour dire, pour le coup, je vais y aller, je vais pas les laisser faire. Écoutez, j'ai dit à maintes reprises que moi, je suis de droite républicaine. Et je ne suis pas séduit par l'œuvre ou l'offre du Rassemblement national. Or, il y a une vérité à droite du centre dans la politique française, c'est que quand le Rassemblement national triomphe, la droite républicaine est faible, et vice-versa. Donc sur ce courant-là, oui, bien évidemment, ça peut être une motivation. Et d'ailleurs, merci de me donner l'opportunité de le dire. Pas parce que je pense que le Rassemblement national est un parti fasciste, je ne crois pas au cordon sanitaire, ou en tout cas beaucoup moins. C'est pas ça l'argument. L'argument, il est électoral. Quand eux triomphent, nous pas. Et vice-versa. Donc sur ce point-là, vous avez relativement raison, mais encore une fois, je ne suis pas candidat pour l'instant et je ne suis ici que pour vendre mon livre. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez vécu aux États-Unis essentiellement, et pourtant les Français vous connaissent depuis que vous êtes gamin. D'ailleurs, c'était pas votre choix, puisque votre père vous a mis en avant lors de sa campagne électorale. On se souvient aussi de ces images qu'on voit sur BFM TV lorsque votre père est à l'Élysée, intronisé. Alors vous êtes très intéressé par ce qui se passe. Le collier de la Légion d'honneur. Vous vous souvenez de ça? Quasiment rien. Rien? Vous n'avez pas de souvenir? Quasiment rien de cette journée, non. Non, rien du tout. Je me souviens, pour vous dire, du ministère de l'Intérieur, je me souviens de Beauvau parfaitement. J'ai eu la chance de revisiter les locaux il y a quelques mois, grâce à notre ministre de l'Intérieur, et je peux vous dire que c'était une expérience à la limite de l'hallucination. Enfin, c'était vraiment quelque chose, parce que en vérité, j'entre en conscience à Beauvau. Vous voyez ce que je veux dire? Mes premiers souvenirs, c'est Beauvau. Mais l'Élysée, je m'en souviens plus tard, mais pas de ces journées-là, pas de 2007. On a justement un petit extrait de vous, Place Beauvau. Place Beauvau, c'est donc au ministère de l'Intérieur. À l'époque, il était ministre de l'Intérieur. Dans le bureau de Nicolas Sarkozy, un petit garçon, son fils Louis. En 2003, ses parents souhaitaient masquer le visage de l'enfant. 1 an plus tard, les choses ont bien changé. Bonne chance, mon papa. À l'époque, on disait Nicolas Sarkozy fait comme Kennedy. Il met en avant son fils, ça lui donne l'image d'un père moderne qui travaille mais qui en même temps a le temps de s'occuper de son fils. Ce qu'il était. Vous n'avez pas été instrumentalisé?
Non, pas. Écoutez, j'étais dans son bureau H24, qu'il y ait une caméra allumée dans le bureau du ministre de l'Intérieur, ce n'est pas quelque chose qui est mystérieux, ou ce n'est pas un grand complot, non, pas du tout. J'étais loin de ça, et d'ailleurs, mes parents ont toujours pris une énergie folle pour essayer de me protéger de la chose, et assez vite, je pars, en vérité. Quand j'ai 10 ans, suite au divorce de mes parents, je me téléporte aux États-Unis, donc non, aucune instrumentalisation. Et c'est écrasant ou stimulant d'avoir un père qui a atteint les fonctions suprêmes de chef de l'État? Vous savez, cette question serait mieux posée à mes frères. Parce que eux ont un contexte, parce qu'ils avaient une enfance avant, vous voyez. Donc ils peuvent comparer. Moi, je suis né dedans. Et donc je pensais que c'était normal, aussi fou que cette phrase peut paraître. Je pensais que c'était normal, les maîtres d'hôtel, les officiers de sécurité, les ministères. Je ne connaissais que ça. Et d'ailleurs, en 2012, quand mon père perd l'élection présidentielle, mes officiers de sécurité, qui étaient en vérité mes grands amis, disparaissent du jour au lendemain. Et c'était un sujet de souffrance. Je suis loin de faire la victime. Dieu sait que ma vie fut une de privilèges avant tout. Mais ce fut une certaine souffrance pour le gamin que j'étais. J'aurais aimé, si vraiment on pouvait tout refaire avec une baguette magique, avoir quelques années de plus pour comprendre l'immensité de la chose. Je vous donne un exemple sur Bonaparte, comme ça j'essaye aussi de ramener un petit peu la conversation sur le livre. J'étais, dans ma jeunesse, à côté des cuisines du ministre de l'Intérieur, il y a ce qu'on appelle le salon d'hiver. Et le salon d'hiver, c'est là où Napoléon Bonaparte signe son abdication, la première, en 1814. Ah, il me semble que c'est la seconde, excusez-moi, en 1815, après Waterloo. Et je sais que cette pièce était importante pour moi, parce que c'est là où je mettais mes Legos, figurez-vous. Et il y avait une lettre de l'empereur sur le bureau, mais je n'avais aucune pensée, je me rendais pas du tout compte, et ça je m'en veux un petit peu, vous voyez. Si j'avais eu 5 ou 6 ans de plus, je pense que j'aurais pu boire l'expérience avec un peu plus de profondeur. Mais le livre, c'est pour aussi vous démarquer de votre père, à qui le reprochait soi-disant d'être inculte, de ne pas avoir de culture littéraire. On se souvient des critiques qu'il avait formulées sur la princesse de Clèves. Ouais. Donc c'est un biais que vous prenez là, Louis Sarkozy, non? Absolument pas, mais me dissocier de mon père, qui est un des hommes les plus cultivés que je connais. Mais non, pas du tout. Je crois que vous voyez dans ce livre quelque chose qui n'a pas lieu d'être et quelque chose qui n'existe pas. D'ailleurs, c'est lui qui me donne le goût de la lecture. C'est lui qui m'introduit à Stefan Zweig. C'est lui qui me présente les grands romanciers français du XIXe siècle. Et dire qu'il est inculte, pour moi, ça relève de l'ignorance totale de la personne. Vous avez dit tout à l'heure, ma mère, elle retweet tout ce qu'on écrit sur moi. Est-ce qu'elle vous coach ? Non, elle a dit que parfois elle avait envie de vous dévisser la tête. Oui, comme toutes les mères. À quelle occasion ? Et comme tous les fils. Oh, bah, vous allez lui demander. Dieu sait que je ne suis pas objectif en la matière, mais sur beaucoup de sujets, vous inquiétez pas. Mais elle me coache pas du tout. C'est déjà une femme d'une grande expérience. Non, parce que justement, elle a été... Je crois le savoir, vous allez peut-être le confirmer, très importante dans la conquête du pouvoir de votre père, en tant que conseillère, etc. Est-ce qu'elle pourrait avoir ce rôle auprès de vous aujourd'hui ? Non, parce que déjà, elle ne le voudrait pas. Elle vit aux États-Unis. Et je pense que sa relation aujourd'hui avec moi est plus d'une certaine inquiétude. Elle a beaucoup souffert de son existence publique. Elle a beaucoup souffert du divorce, bien évidemment. Et je pense qu'elle se méfie. Elle se méfie notamment des journalistes. Elle se méfie de l'exposition, Dieu sait pourquoi. Elle se méfie de l'exposition au monde public. Et donc, elle a cette espèce d'inquiétude bienveillante, mais pas plus que ça. Et vous n'êtes pas inquiète de tout ça ? Pas du tout, non. Mais au contraire, je suis là parce que je veux participer au débat culturel et politique, parce que je pense que le pays va mal et que j'ai envie d'en parler. On commence à vous reprocher de vous... On voit trop souvent Louis Sarkozy. Hein. Quand tout à l'heure on a dit qu'on vous recevait encore... Parce que c'est des jaloux ou parce qu'on va dire, voilà, non, il doit on se voit trop écoutez, déjà, j'accepte les invitations, je viens présenter mon livre. Accessoirement, quand quelqu'un écrit un livre et il veut le présenter aux médias, il est vrai que je n'ai aucune illusion et je sais que mon accès aux médias de France est facilité par mon nom de famille. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Ne pas utiliser cet avantage ? Dire non, finalement, là, c'est un petit peu trop, mais pas du tout. Je veux vendre mon livre. C'est la seule chose que je veux faire. Je veux faire tout ce qui est possible, maximiser la potentialité de belles ventes. Et bien sûr, un accueil des académiciens qui est respecté et des passionnés de Napoléon qui vont dire que c'est un bon livre. C'est tout. Je n'ai aucune illusion sur le fait que mon nom participe en grande partie à cet essor médiatique. Je n'ai aussi aucune gêne. Aucune gêne. Mais bien sûr que chacun joue, vous savez, dans la vie. On a des avantages, on a des inconvénients. Parfois on est meilleur, parfois on est à l'arrière. Ça change. La roue de la fortune, c'est les consolations de la philosophie de Boès. Boès qui était le grand conseiller du roi ostrogoth, qui était consulté par tout le monde, accusé d'un complot. Il va en prison.
3 mois avant son exécution, il écrit un livre qui est fondamental, qui s'appelle Les Consolations de la philosophie, où il montre à quel point il avait tout, et l'homme a tout perdu, et il se raisonne, il se sort de son angoisse en contextualisant, en se rendant compte qu'il avait fait de son mieux, que ses fils sont encore en bonne santé, etc. Un livre que je vous recommande fortement. La leçon de ce livre, c'est quoi? C'est qu'on joue avec les cartes qui sont les nôtres. Moi, s'il y a une opportunité devant, j'ai bien plus peur de l'opportunité loupée que de la défaite, vous voyez. Que de l'échec politique ou de l'échec de... Pardon Laurent, Oui. parce que vous parlez d'échec politique, et tout à l'heure vous faisiez allusion à vos frères. C'est Jean, votre frère, qui s'est cassé les dents en 22 politique à 22 ans. Donc ça Écoutez, vous je fait hésiter. Je suis pas d'accord avec votre caractérisation de se casser les dents. Votre père l'avait dit, il a dit c'est brisé dans son élan parce que le milieu politique est très cruel. Oui, mais bien évidemment, déjà, le milieu politique est cruel, comme tous les milieux sont cruels. Et si on pense qu'on va débuter une vie sans difficulté, je pense qu'on se fait une illusion. Le seul problème avec le monde politique, c'est qu'il est plus public que les autres. Mais après, je pense que n'importe qui travaille en entreprise ou dans l'agriculture peut vous dire que ça sera tout aussi difficile de façon différente. Je suis pas d'accord avec la caractérisation sur le fait qu'il s'est fait casser les dents. C'est pas vrai. Il a retiré sa candidature. Et je pense qu'il l'a fait aussi parce qu'il voulait pas faire de l'ombre sur le mandat de notre père. Un choix tout à fait louable et d'ailleurs d'une modestie, d'une intelligence assez poussée. Non, il n'a pas perdu. Il était élu. Hein. C'était pas. On parle de népotisme, c'est le mot préféré quand on y parle. Très bien, c'est votre droit, mais il était élu. Il a gagné son. On a l'impression quand même que vous essayez de cocher un certain nombre de cases. Vous l'avez dit, toutes les semaines, participez à un débat politique. Donc vous faites de la politique par définition. Vous n'êtes pas historien. Je ne crois pas trahir un secret si je dis que cet été, vous allez partir à Nîmes, à la Légion étrangère, pour y effectuer 3 semaines pour votre préparation. On a l'impression comme ça que vous cochez des cases. Beaucoup de gens ont dit on a du mal à savoir où il est, qui il est. Mais en fait, tout ça prépare quelque chose. Mais je suis flatté par le fait que les gens pensent ça en vérité. Et c'est assez incroyable parce que quand on voit les choses que vous ne l'organisiez de l'intérieur. Mais j'organise. C'est ce que je suis, monsieur. Je suis passionné par le monde militaire. Je veux être réserviste dans l'armée française. Donc je le fais. Je suis passionné par Napoléon. Je publie un livre. Je suis passionné par le débat politique et culturel. Vous ne voulez pas être rangé dans une case. Mais personne ne peut être rangé dans une case. Et puis c'est la même chose, si vous voulez, avec les références littéraires, avec l'appartenance au monde napoléonien. C'est ce que j'aime. Mais comment si ça m'aide à participer à un futur atterrissage politique, tant mieux. Mais je le fais pas pour ça. Comment sans parler de cases, mais comment vous définiriez politiquement? Vous êtes de droite, ça c'est une évidence. Oui. Vous n'êtes pas adhérent aux Républicains néanmoins. Non. Mais votre droite, c'est laquelle? C'est celle de Bruno Retailleau aujourd'hui? C'est celle de encore plus à droite d'Éric Zemmour? Ou d'Emmanuel Macron? D'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe? Non, je pourrais vous parler de personnalités politiques qui ont mon affection, ma sympathie, mon admiration. J'ai aucun problème à le faire et si vous me posez la question, je le ferai. Mais je trouve que c'est beaucoup plus utile quand on se... non, au contraire, je trouve qu'il y a une certaine nuance dans la question. Une définition plus intellectuelle. Oui, des écoles de pensée plutôt que les personnalités. Quelque chose de plus intéressant, en tout cas, à mon libéral. avis. Moi, je suis libéral. Ouais. Et à chaque fois que à je la dis mode ça, américaine, donc. Par exemple, est-ce que vous êtes favorable à l'euthanasie? Le libéralisme et la France est la mère du libéralisme. Oui. Benjamin Constant, Tocqueville, excusez-moi. Oui, Sarkozy, pour qu'on comprenne bien, parce que la droite en France elle est plutôt conservatrice, type Retailleau. La droite libérale, ça veut dire par exemple, vous êtes pour l'euthanasie, vous êtes pour la dépénalisation du cannabis? Oui, je le suis. Je suis beaucoup plus certain de mon opinion sur la dépénalisation du cannabis que je suis sur l'euthanasie. Mais je serais relativement. Si j'étais député, je voterais pour aujourd'hui. Oui, bien évidemment, j'ai aucune honte à le dire, c'est ce que je suis. Et qu'on me dise que c'est pas populaire, mais j'en ai rien à foutre que c'est pas populaire. C'est ce que populaire. Je crois. C'est populaire. Je parlais de la référence libérale. Ah d'accord. C'est ce que je suis, vous voyez. Et libéral, ça veut dire libéral économique. C'est votre modèle, c'est le président argentin? Pas surtout. L'homme à la tronçonneuse, le président Milei? Pas surtout, mais le président Milei est vraiment quelque chose d'intéressant et je pense que c'est un modèle à suivre sur beaucoup de points différents. Si on avait le temps d'en parler, je serais ravi. Je suis d'ailleurs assez proche de l'ambassadeur argentin en France, qui est un homme tout à fait remarquable, Monsieur Seliki, qui argumente ça beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce que Monsieur Milei fait? Monsieur Milei prend un pays qui est gangréné par la dépense publique et par l'existence du socialisme, pas seulement dans le monde politique, mais dans le monde culturel. C'est les Argentins, le mot libéral, il y a 10 ans, c'était bien pire que chez nous. Et en 5, 6, 7 ans, il métamorphose le pays. culturellement, en s'agitant sur les plateaux télé. Il fait quelque chose d'autre aussi, Monsieur Milei, parce que tous les indicateurs économiques sont au vert. Même la pauvreté a chuté. Hein. Là, je pense qu'il n'y a plus un économiste au monde qui remet ça en question. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Milei? Il marie le populisme, j'utilise pas du tout le terme de façon péjorative, c'est-à-dire un attrait populaire, tous les chauffeurs de taxi de Buenos Aires le trouvent remarquable, avec un grand intellectualisme. C'est le seul qui cite Friedman et Sowell et Hayek toute la journée et qui plaît aux basses populaires. Mais ces personnalités que vous aimez, Milei ou Trump par exemple, enfin que vous appréciez en partie, ça
se marie pas du tout avec votre ouverture sur les sujets plus sociétaux. Alors, Par écoutez, exemple, sur l'euthanasie, sur le cannabis. Merci de le souligner, chère madame, parce que moi je suis libre. Quand j'aime quelque chose, je le dis. Quand j'aime pas, je le dis aussi. Je n'appartiens à aucune équipe, à aucune école de pensée, à aucun parti politique. Je n'ai aucune réticence à le dire quand je suis pas d'accord avec quelque chose. J'étais très heureux quand Trump a été élu. Je le suis beaucoup moins maintenant. Et je fais partie, si j'étais américain, j'aurais fait partie de ces électeurs que Trump est en train de perdre. Je ne suis pas électeur Pourquoi? américain. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué ou déçu? Pour plusieurs raisons. La première, la politique économique. Les tarifs douaniers, c'est une catastrophe. Qu'on les utilise comme moyen de négociation, c'est intéressant. Mais c'est pas exactement ce que Trump fait. Trump est protectionniste philosophiquement. Il argumente ça depuis les années 80. Le Canada, c'est un scandale. Et ça montre d'ailleurs que le président Macron a tort quand il parle de l'international de réactionnaire. Il a détruit la droite canadienne en 3 mois, Trump. 30 points dans les sondages, ils avaient, monsieur Poilièvre. 30 points. Aujourd'hui, c'est 2,5. Parce qu'il a mis justement l'évidence du patriotisme et il l'a opposé au Trumpisme alors qu'il aurait dû rassembler et aider justement la droite canadienne à venir au pouvoir. Ça, c'est 2 choses qui sont absolument inacceptables. Aussi, je pense que cette chose qui est pas très tangible, ce terme nébuleux qu'on appelle le prestige, qu'on appelle la crédibilité, les États-Unis ont pris un coup. C'est quelque chose que tout le monde ressent, même son équipe d'ailleurs, parce qu'ils sont de plus en plus défensifs. Je pense qu'il fait payer son pays là-dessus, même si par exemple sur la politique migratoire, je suis relativement d'accord avec ce qu'il fait, malgré les quelques bavures qui sont bien sûr répréhensibles. Revenons en France, hypothèse soulevée par un sondage la semaine dernière, un duel Bardella-Mélenchon au 2e tour de l'élection présidentielle de 2027. Est-ce que comme 67% des Français, vous choisissez Bardella plutôt que Mélenchon? Bien, oui, immédiatement. Sans hésiter? Sans hésiter. Pourquoi? Parce que je considère que Jean-Luc Mélenchon est une bien plus grande menace que Jordan Bardella. J'ai plein de désaccords avec M. Bardella et avec son parti. Et je ne vais pas répéter ici encore une fois que je ne suis pas du tout du Rassemblement national et qu'en vérité, je ne crois pas vraiment à ce parti. Mais face à Jean-Luc Mélenchon, je voterai Jordan Bardella sans aucune hésitation. Et Bardella a plus de chances que Le Pen pour vous de réussir là où elle a toujours échoué? Ce qui est intéressant avec M. Bardella, c'est qu'il incarne la droite LR, ou la gauche LR, devrais-je dire, du Rassemblement national. Et c'est vrai qu'il est, avec lui, il y a cette image de respectabilité, une recentralisation du parti, une libéralisation du parti, qui peut plaire à certaines couches qui peut-être avaient peur du nom Le Pen. Non, je pense que pour l'instant, Marine Le Pen est une meilleure candidate électoralement, juste parce que ça fait 40 ans qu'elle y travaille. Mais dans l'avenir, non, Jordan Bardella, oui, je pense que ce sera un candidat tout à fait formidable. Donc un jour, vous pourriez dire il faut voter Bardella. Face à Jean-Luc Mélenchon, bien évidemment. Merci Louis Sarkozy. Merci madame, merci messieurs. Le livre Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres, c'est aux éditions Passé Composé.